Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien ainsi que vos familles. Je vous présente un résumé sur toutes les leçons de la mécanique. On commence cette révision par la relativité du mouvement. Ça veut dire que le mouvement et le repos sont relatifs. Ils dépendent du référentiel choisi. C'est-à-dire, pour décrire l'état de mouvement ou de repos d'un corps, il faut choisir un autre corps appelé l'objet de référence ou référentiel. Et c'est un corps solide, indéformable. Pour cet exemple, la personne B, elle est en mouvement par rapport à la personne A, mais elle est au repos par rapport au bus. Et pour la personne C, elle est en mouvement par rapport à la personne A et par rapport à la personne B, mais elle est au repos par rapport au sol. Un corps en mouvement occupe plusieurs positions. Et l'ensemble des positions successives occupées par le point d'un mobile au cours du mouvement est appelé la trajectoire. Il y a trois types de trajectoires. La trajectoire peut être une droite. Dans ce cas, le mouvement est rectiligne. C'est le cas de l'ascenseur, c'est-à-dire le mouvement de l'ascenseur. La trajectoire peut être un cercle. Dans ce cas, le mouvement est circulaire. Et si la trajectoire est une courbe quelconque, alors le mouvement est curviligne. Et c'est le cas du mouvement d'un skieur. Notez bien que la trajectoire est relative, c'est-à-dire elle dépend du référentiel choisi. Pour les mouvements, on s'intéresse à deux types de mouvements. Mouvement de translation et mouvement de rotation. Un mobile effectue un mouvement de translation si tout segment reliant deux points de ce mobile se déplace en conservant la même direction. On trouve translation rectiligne dans le cas où la trajectoire est une droite. C'est le cas du mouvement de l'ascenseur. Translation circulaire si la trajectoire est un cercle. Trajectoire curviligne si la trajectoire est curviligne. Pour le mouvement de rotation, un mobile effectue un mouvement de rotation si tous ces points décrivent des arcs de cercle centrés sur l'axe de rotation. Exemple, mouvement de la Terre autour d'elle-même. En général, le centre de rotation ne change pas de position. Lorsqu'on parle du mouvement, on parle de la vitesse. Ici, on s'intéresse à la vitesse moyenne. Et c'est le quotient de la distance d parcourue par la durée delta de t du déplacement. Elle s'exprime par la relation Vm est égal à d sur t. Dans le système international, la vitesse s'exprime en mètres par seconde. La nature du mouvement. La nature du mouvement dépend de la vitesse du mobile au cours du temps. Le mouvement est uniforme lorsque la vitesse est constante, c'est-à-dire les mêmes distances parcourues pendant les durées successives égales. Mouvement accéléré. Le mouvement est accéléré lorsque la vitesse augmente avec le temps, c'est-à-dire lorsque les points parcourent des distances de plus en plus grandes pendant des durées successives égales. Et mouvement retardé, c'est lorsque la vitesse diminue, c'est-à-dire que les points parcourent des distances de plus en plus petites pendant des durées successives égales. Notez bien que la vitesse est relative, elle dépend du référentiel choisi. Vitesse et sécurité routière. En général, lorsqu'on parle de la sécurité routière, on parle de la vitesse. Donc, plus la vitesse augmente, plus le risque augmente aussi. Parce que la distance d'arrêt dépend de la vitesse. C'est quoi la distance d'arrêt? Bon, c'est la distance parcourue par un véhicule entre le moment où le conducteur perçoit un obstacle et l'arrêt total du véhicule. La distance d'arrêt, c'est la somme de la distance de la réaction et la distance de freinage df. dA est égal à dr plus df. Et la distance de la réaction, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction, tr. C'est le temps entre l'instant où le conducteur voit l'obstacle et l'instant où il commence à freiner. Et pour la calculer, dr est égal à v fois tr.
La distance de la réaction dépend de l'état du conducteur, s'il est fatigué, s'il a pris des médicaments, etc. Et dépend aussi de la vitesse du véhicule. Et le temps de la réaction TR dépend des réflexes du conducteur. Et la distance de freinage DF, c'est la distance parcourue depuis le début du freinage jusqu'à l'arrêt total du véhicule. La distance de freinage dépend de la vitesse du véhicule, dépend de l'état mécanique du véhicule, dépend de l'état de la chaussée et dépend aussi de la météo. Passons maintenant aux actions mécaniques. On appelle action mécanique toute cause susceptible de déformer un corps, mettre un corps en mouvement, modifier le mouvement d'un corps ou participer à son équilibre. Une action mécanique est exercée par un objet qu'on appelle l'auteur sur un autre appelé le receveur. Et l'action mécanique a deux effets. L'effet dynamique, c'est mettre un corps en mouvement ou de modifier le mouvement du corps. Exemple, l'action du cheval sur la charrette et l'action de la raquette sur la balle. L'effet statique, c'est mettre le corps au repos ou le déformer. Exemple, l'action de la table sur le livre et l'action de la main sur la pâte à modeler. On distingue deux types d'actions mécaniques. Action de contact, c'est lorsque l'auteur et le receveur sont en contact. Exemple, l'action du cheval sur la charrette. Action à distance, c'est que l'auteur et le receveur ne sont pas en contact. Exemple, l'action de la Terre sur la Lune. Et si l'action se fait en un point, dans ce cas, l'action est dite localisée. Et si l'action se fait en plusieurs points, l'action est dite répartie. En général, toutes les actions mécaniques à distance sont réparties. Et pour les actions de contact, si la surface de contact entre l'auteur et le receveur est assimilée à un point, l'action est dite localisée. Et si la surface de contact entre l'auteur et le receveur se fait en plusieurs points, alors l'action est dite répartie. Exemple, l'action de la table. Bilan des actions mécaniques. Faire le bilan des actions mécaniques sur un ou plusieurs corps, qu'on appelle le système étudié, consiste à donner toutes les actions mécaniques exercées sur ce corps ou sur l'ensemble des corps, c'est-à-dire sur le système étudié. Force et ses caractéristiques. On modélise une action mécanique par une grandeur appelée force, c'est-à-dire c'est un vecteur, qu'on symbolise avec les vecteurs F, T, R et P. Donc, et puisque la force est un vecteur, donc il a quatre caractéristiques. Les caractéristiques d'une force sont point d'application, c'est le point où s'applique l'action. Droite d'action, c'est la ligne d'action de la force, ou bien c'est la direction. Le sens, c'est l'orientation de la force. L'intensité, c'est la valeur de la force, symbolisée par F, T, R, P. L'intensité de la force se mesure avec un dynamomètre et l'unité de sa valeur dans le système international, c'est le newton, noté grand N. La force, donc, est un vecteur. Donc, on peut la représenter par une flèche. L'origine de la flèche représente le point d'application de la force. Sa direction, c'est la droite d'action de la force. Le sens de la flèche, c'est le sens de la force. Et la longueur de la flèche, elle est proportionnelle à la valeur de l'intensité, bien sûr en choisissant une échelle convenable. Donc, chaque force est représentée par une flèche, après avoir choisi une échelle convenable. Considérons maintenant un livre en équilibre sur la table. Le livre est soumis à l'action de deux forces. Le livre est en équilibre car les deux forces ont même droite d'action
sens opposé et même intensité. C'est ce qu'on appelle les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Donc, en général, lorsqu'un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont même droit d'action, même intensité et sens opposé. Et on peut traduire ces caractéristiques par les deux conditions suivantes. Première condition, c'est que les deux forces ont même droit d'action. Deuxième condition, c'est que la somme vectorielle des deux forces est égale au vecteur nul. Maintenant, c'est quoi la différence entre le poids et la masse? Le poids d'un corps. Par définition, le poids d'un corps, c'est la force d'attraction exercée par la Terre sur le corps. C'est une force à distance répartie. On la symbolise par le vecteur P. En général, tous les corps qui nous entourent sont soumis à l'action de la Terre. Donc, c'est le poids. Le poids, c'est une force. Donc, il a 4 caractéristiques. Son point d'application, c'est le centre de gravité du corps étudié. On la note G. Sa droite d'action, c'est la droite verticale passant par G. Le sens du poids, c'est de G vers le bas. Et l'intensité du poids, notée P, s'exprime en newton. Et on mesure cette intensité en utilisant un dynamomètre. Pour la masse d'un corps représente la quantité de la matière contenue dans le corps et se mesure avec une balance. Son unité internationale est le kilogramme. La masse est une grandeur constante, c'est-à-dire invariable. Il ne dépend ni du lieu ni de l'altitude. Par exemple, Ahmed pèse 50 kg, c'est-à-dire sa masse sur Terre 50 kg. Sur la Lune, il aura la même masse, c'est-à-dire 50 kg. Mais ce qui change, c'est son poids. Donc, le poids est différent de la masse, mais quand même, il y a une relation entre les deux. La relation entre le poids et la masse est traduite par une formule P est égal à M fois G. P, c'est le poids du corps, c'est une grandeur qui varie selon le lieu et l'altitude. M, c'est la masse, c'est une grandeur constante, alors que G, c'est ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur. Son unité, c'est le newton par kilogramme. C'est une grandeur qui change avec le lieu et l'altitude. Par exemple, sur Terre, G dans les environs de 9,8 newtons par kilogramme, alors que sur la Lune, G est égal à 1,63 newtons par kilogramme. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance.